Depuis mes 16 ans, je cumulais 2 jobs pour tout payer à la maison, pendant que mes frères et sœurs ne faisaient rien. Un soir, j'ai trouvé un document étrange, j'ai aussitôt coupé les ponts et disparu. Le lendemain, mon téléphone a explosé, mais je n'avais pas le temps de répondre. Je m'appelle Hélène et j'ai 26 ans. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai cumulé 2 emplois, payé les factures et porté toute cette fichue maison sur mes épaules pendant que mon frère et ma sœur menaient une vie insouciante. Hier soir, j'ai trouvé un étrange document dans le tiroir de mes parents qui a changé tout ce que je pensais savoir sur ma vie. J'ai immédiatement fait mes valises, vidé mon compte épargne et disparu sans un mot. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, il a explosé de notifications, mais je n'avais pas le temps de répondre. J'ai grandi dans un petit village de Provence avec ce que je croyais être une famille de classe moyenne parfaitement normale. Mon père, Jacques, travaillait comme ingénieur dans une usine de pièces automobiles et ma mère, Lydie, était infirmière à l'hôpital local. J'ai 2 cadets. Ma sœur Manon, qui a 2 ans de moins que moi, et mon frère Julien, qui a 5 ans de moins. Mes souvenirs d'enfance sont remplis de barbecues dans le jardin, de soirées de jeux en famille et de voyages d'été au lac de Sainte-Croix. Nous n'étions en aucun cas riches, mais nous étions à l'aise. Mes parents s'assuraient toujours que nous avions ce dont nous avions besoin et parfois ce que nous voulions. Je me souviens du Noël de mes 12 ans, quand j'ai eu mon premier vélo. Il n'était pas neuf, mais mon père avait passé des semaines à le réparer, à le peindre en violet, ma couleur préférée, et à ajouter des rubans au guidon. Ce vélo représentait tout de ma famille. Pratique mais aimante, attentionnée mais dans nos moyens. En tant qu'aîné, j'ai naturellement endossé le rôle de la responsable. Je gardais mon frère et ma sœur, j'aidais aux devoirs et j'essayais toujours de donner le bon exemple. Mes professeurs me louaient pour ma maturité précoce. Les voisins commentaient à mes parents quelle fille serviable ils avaient. J'étais fier d'être la personne fiable, la gentille fille qui ne causait jamais de problème et faisait toujours ce qu'on attendait d'elle. L'école était facile pour moi. J'obtenais d'excellentes notes sans trop d'efforts et je participais à plusieurs activités extrascolaires. Le volley-ball était ma passion. J'aimais le travail d'équipe, l'adrénaline d'un match serré, le bruit satisfaisant d'un service parfait. Mon entraîneur disait que je pourrais obtenir une bourse d'études universitaires si je continuais à m'améliorer. Je rêvais de jouer au volley dans une grande université, peut-être d'étudier le commerce ou la psychologie. L'avenir semblait radieux et plein de possibilités. Mais tout a changé quand j'ai eu 16 ans. Mon père est rentré un jour avec un regard vide que je n'avais jamais vu auparavant. L'usine où il travaillait depuis 15 ans déposait le bilan. D'un seul coup, sans avertissement, il était au chômage. Je me souviens d'être assise à table ce soir-là, le silence n'étant rompu que par le bruit des fourchettes sur les assiettes alors que nous digérions tout ce que cela signifiait. Ma mère a essayé de nous rassurer. Tout ira bien, a-t-elle dit, en serrant la main de mon père par-dessus la table. Jacques trouvera un autre emploi bientôt, et je peux prendre des gardes supplémentaires à l'hôpital en attendant. Mais les semaines sont devenues des mois, et mon père ne trouvait pas de travail. L'industrie manufacturière de notre région était en déclin, et la plupart des entreprises n'embauchaient pas. Les quelques postes disponibles payaient bien moins que ce qu'ils gagnaient. Ma mère a commencé à faire des gardes doubles, rentrant à la maison avec des cernes sous les yeux et les pieds si enflés qu'elle pouvait à peine marcher jusqu'à la salle de bain. Le stress et l'épuisement physique ont eu raison de sa santé. Elle a développé des migraines et a perdu du poids, sa blouse flottant sur sa silhouette amincie. Voir mes parents en difficulté me brisait le cœur. Un soir, je les ai entendus se disputer à propos des factures, quelque chose qu'ils avaient toujours gardé privé auparavant. Ma mère pleurait, disant qu'ils devraient peut-être vendre la maison si rien ne changeait bientôt. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Le lendemain, j'ai postulé pour un emploi à l'épicerie locale. Il cherchait de l'aide pour le week-end, et le gérant était ami avec mon entraîneur de volley. J'ai été embauché sur le champ. Quand je l'ai dit à mes parents, les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. « Hélène, tu n'es pas obligée de faire ça, a-t-elle dit, la voix brisée. Nous trouverons une solution. Je veux aider, ai-je insisté. C'est juste les week-ends et je peux toujours suivre à l'école et au volley. Mon premier chèque de paie n'était pas énorme, 250 € pour 2 week-ends de travail, mais la fierté que j'ai ressentie en le remettant à ma mère était incommensurable. Je me souviens encore de ses mains tremblantes en prenant l'enveloppe. Comment elle m'a serré dans une étreinte féroce et a murmuré, « C'est juste temporaire, ma chérie. Une fois que papa aura trouvé un bon travail, tu pourras redevenir une adolescente. »
Je l'ai cru. Nous l'avons tous cru. Personne ne savait que le temporaire s'étirerait sur des années et que ce premier pas dans la responsabilité d'adulte deviendrait un voyage sans billet de retour. Une année s'est écoulée et mon père n'avait toujours pas trouvé d'emploi stable. Il faisait des petits boulots ici et là, dans la construction, la livraison, la vente, mais rien ne durait. Le rejet constant a brisé son esprit. L'homme confiant et jovial qui me soulevait sur ses épaules et racontait des blagues idiotes au dîner a progressivement disparu, remplacé par une version silencieuse et renfermée de lui-même qui passait des heures à regarder les offres d'emploi sur son ordinateur portable. La dépression s'est emparée de lui, bien qu'aucun de nous n'utilisait ce mot à l'époque. Il a commencé à se lever tard, à manquer les repas de famille, à s'énerver pour des broutilles. Ma mère lui trouvait des excuses. Papa est juste fatigué ou il s'inquiète pour les factures. Mais je voyais la tristesse dans ses yeux quand elle disait ces choses, la distance grandissante entre eux que ni l'un ni l'autre ne savait comment combler. Puis le désastre a de nouveau frappé. Ma mère a glissé sur un sol fraîchement lavé à l'hôpital et est tombée maladroitement, se fracturant le poignet et se foulant la cheville. Rien de mortel, mais assez pour la garder alitée et incapable de travailler pendant plusieurs mois. Avec notre principale source de revenus soudainement disparue, la panique s'est installée. C'est alors que mon travail du week-end est devenu un engagement quotidien. J'ai parlé à mon gérant et augmenté mes heures, travaillant le soir après l'école et des journées complètes le week-end. Mais ce n'était pas assez. Nos factures s'accumulaient et nos économies étaient presque épuisées. Alors, j'ai pris un deuxième emploi dans un café qui ouvrait à 5h30 du matin. Je travaillais de l'ouverture jusqu'à 8h, juste assez de temps pour me précipiter à l'école pour mon premier cours à 8h30. La décision la plus difficile est venue lorsque mon entraîneur de volley m'a prise à part après un entraînement. « Hélène », a-t-elle dit doucement, « tu as manqué 3 entraînements en 2 semaines, et quand tu es là, tu es épuisé. Je vois que tu as du mal à suivre. Est-ce que tout va bien à la maison ?» J'ai fondu en larmes et je lui ai tout raconté. Elle a écouté patiemment, puis a proposé de parler à l'école d'une aide financière. Mais je savais que ce ne serait pas suffisant. Pas assez rapidement. Quoi qu'il en soit, cet après-midi-là, j'ai quitté l'équipe, abandonnant mon rêve d'une bourse universitaire dans le sport que j'aimais. Ma journée type est devenue un marathon d'épuisement. Mon réveil sonnait à 4h30 du matin. À 5h15, j'étais au café, préparant des expressos et servant les premiers clients avec un sourire plaqué sur mon visage, peu importe ma fatigue. À 8h, je filais à l'école, souvent sans petit déjeuner, me glissant à ma place au son de la cloche. Après l'école, je me rendais directement à l'épicerie pour mon service de 16h à 21h, à remplir les rayons, emballer les courses et travailler à la caisse. Quand je rentrais vers 21h30, j'avais encore des devoirs à faire. Je m'asseyais à la table de la cuisine jusqu'à 1h du matin, luttant pour garder les yeux ouverts pendant que je travaillais sur des problèmes d'analyse mathématique ou des dissertations d'histoire. Puis quelques heures de sommeil avant de tout recommencer. Pendant ce temps, mon frère et ma sœur continuaient leur vie d'adolescent normal comme si rien n'avait changé. Manon, alors âgée de 17 ans, passait son temps au centre commercial avec ses amis, se plaignant quand maman ne pouvait pas lui donner d'argent pour de nouveaux vêtements. Julien, 14 ans, était obsédé par ses jeux vidéo, inconscient du stress financier qui l'entourait. La première fois que je leur ai demandé de l'aide, j'ai essayé d'être douce. « Et, Manon, ça te dérangerait de nettoyer la cuisine ce soir ? J'ai un énorme contrôle demain et je dois réviser. » Elle a levé les yeux au ciel. « J'ai des plans avec Chloé. »« Maman ne peut pas le faire ?» Maman a été debout toute la journée à la kiné et sa cheville est de nouveau enflée. « Eh bien, ce n'est pas ma faute, n'est-ce pas ?» a-t-elle lancé, attrapant son sac et se dirigeant vers la porte. Des conversations similaires avec Julien se terminaient généralement par sa promesse d'aider plus tard, puis par un oubli commode. La maison a commencé à sombrer dans le désordre. Le linge s'accumulait. La vaisselle restait dans l'évier. La poussière s'amassait dans les coins. Après une journée particulièrement longue, j'ai confronté mes parents pour que mon frère et ma sœur aident davantage. Ils devraient travailler aussi, ai-je dit, trop épuisés pour adoucir mes maux, ou au moins en faire plus à la maison. Ce n'est pas juste que tout me retombe dessus. Ma mère a regardé mon père, puis m'a regardé avec des yeux compatissants. « Hélène, tu sais, ton frère et ta sœur ne sont pas aussi responsables que toi. Ils ne sont tout simplement pas prêts pour ce genre de pression. Et quand seront-ils prêts ? Je suis en train de me noyer ici. » Mon père a pris la parole, sa voix basse.
Nous ne voulons pas qu'ils perdent leur enfance comme il s'est interrompu. Mais je savais ce qu'il voulait dire. Comme j'avais perdu la mienne. Nous voulons juste qu'ils aient des années d'adolescence normales, a ajouté ma mère. Est-ce si mal? Que pouvais-je dire? Que je méritais aussi une adolescence normale, que je manquais les balles de promo, les matchs de foot et les sorties entre amis pour maintenir notre famille à flot. Au lieu de cela, j'ai ravalé mon ressentiment et j'ai hoché la tête, me disant que ce sacrifice était l'essence même de la famille. Que quelqu'un devait prendre les choses en main, et que ça pouvait aussi bien être moi. Mais tard dans la nuit, alors que je luttais avec mes devoirs, les yeux brûlants, je ne pouvais empêcher l'amertume de s'insinuer. Pourquoi moi? Pourquoi étais-je la seule à devoir tout abandonner pendant que mon frère et ma sœur pouvaient être des adolescents normaux? La réponse, parce que tu peux le supporter, parce que tu es responsable, parce que nous avons besoin de toi, ne semblait plus suffisante. Finalement, après près de 2 ans de chômage et de petits boulots, mon père a obtenu un poste de superviseur de maintenance dans une résidence d'appartement. Le salaire était nettement inférieur à son emploi d'ingénieur, environ 60% de son ancien salaire, mais c'était un travail stable avec des avantages sociaux. Nous avons célébré ça ce soir-là avec un gâteau acheté en magasin, le premier petit luxe que nous nous étions permis depuis des mois. Les choses vont s'améliorer maintenant, a promis ma mère, le soulagement évident dans son sourire. Elle avait repris le travail d'infirmière à temps partiel, toujours limitée par la douleur persistante de ses blessures. J'osais espérer qu'elle avait raison. Peut-être que je pourrais maintenant réduire mes heures, me concentrer davantage sur l'école, peut-être même réintégrer l'équipe de volley pour ma dernière année de lycée. Mais ces espoirs ont été rapidement anéantis lors d'une conversation avec mes parents quelques semaines avant l'obtention de mon bac. Hélène, nous devons discuter de l'université, a commencé ma mère avec prudence un soir après le dîner. Manon et Julien avaient disparu dans leur chambre, nous laissant, les adultes, parler de trucs ennuyeux, comme le disait Julien. Mon cœur s'est emballé d'anticipation. Malgré mon emploi du temps chargé, j'avais réussi à maintenir une moyenne de 16/20 et j'avais été accepté dans plusieurs universités régionales. Ce n'était pas la bourse de volley dont j'avais rêvé, mais c'était quand même une voie à suivre. Nous sommes si fiers de tes acceptations, a dit mon père, mais nous avons regardé les chiffres et même avec l'aide financière il s'est interrompu, échangeant un regard avec ma mère. Nous pensons qu'il serait peut-être préférable que tu reportes d'1 an, a-t-elle terminé. Juste pour économiser un peu plus. Le nouveau travail de ton père aide, mais avec les factures médicales et les remboursements du prêt immobilier que nous rattrapons. Le message non dit était clair. Il ne pouvait pas m'aider avec les frais universitaires. Pas maintenant, peut-être jamais. Nous savons que c'est beaucoup demandé, a ajouté rapidement mon père, voyant mon expression. Mais ce n'est qu'1 an. Tu peux continuer à travailler, économiser et commencer l'automne prochain dans une bien meilleure position. Que pouvais-je dire? Il n'avait pas tort sur notre situation financière. Et n'avais-je pas déjà fait des sacrifices pendant des années? Qu'est-ce qu'une année de plus à l'échelle d'une vie? Alors, j'ai accepté. Cet été-là, j'ai regardé mes amis du lycée faire leurs valises pour l'université, leurs réseaux sociaux se remplissant de publications excitées sur la décoration des chambres d'étudiants et les journées d'intégration. J'ai envoyé des textos de félicitations et j'ai aimé leurs photos tout en prenant des heures supplémentaires à mes 2 emplois. C'est juste temporaire, me répétais-je chaque matin en préparant le café pour les navetteurs qui se rendaient à des carrières dont je ne pouvais que rêver. Juste 1 an, mais 1 an est devenu 2. Chaque fois que j'abordais le sujet de l'université, il y avait une autre urgence financière. La voiture avait besoin de réparation. Le toit fuyait. Les impôts fonciers étaient dus. À 20 ans, j'avais renoncé à demander. Au lieu de cela, je me suis inscrite à des cours du soir à l'IUT, étudiant la gestion des entreprises entre 2 services, m'endormant souvent sur mes manuels. Puis vint l'annonce qui a tout changé. Nous avions un rare dîner de famille, tous les 5 à table, lorsque ma mère s'est raclé la gorge. Nous avons une excellente nouvelle, a-t-elle dit en prenant la main de mon père. Manon a été acceptée à l'université régionale avec une bourse partielle. Tout le monde a éclaté en félicitations. Tout le monde sauf moi. Je suis resté figé, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, tandis que ma mère continuait. Nous devrons nous serrer un peu la ceinture pour couvrir le reste des frais de scolarité et son logement, mais nous sommes si fiers d'elle. La première de la famille à aller à l'université pour une licence. Je n'étais plus la première. J'avais été remplacé. C'est super,
ai-je réussi à dire, posant ma fourchette avant que quiconque ne remarque ma main tremblante. Félicitations, Manon. Plus tard dans la nuit, j'ai confronté mes parents dans la cuisine. Je ne comprends pas. Vous m'avez dit que nous ne pouvions pas nous permettre l'université, que je devais attendre. Maintenant, vous envoyez Manon. Ma mère avait l'air mal à l'aise. Hélène, c'est différent. Tu es déjà établie dans tes emplois. Tu suis des cours à l'IUT. Manon n'a pas ta résilience. Elle a besoin de l'expérience universitaire pour trouver sa voie. Et mon expérience universitaire à moi, ai-je demandé, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Et ce dont j'ai besoin. Mon père est intervenu. Tu as prouvé que tu pouvais réussir quoi qu'il arrive, Hélène. Tu es forte, indépendante. Manon a besoin de plus de soutien. Tu sais comment elle est. Elle n'a pas ta motivation. Le sous-entendu était clair et dévastateur. J'étais puni pour mes capacités. Pour des années de responsabilité et de travail acharné, parce que j'avais prouvé que je pouvais supporter les difficultés, je continuerais à les recevoir. Parce que ma sœur n'avait rien prouvé, on lui donnerait tout. Donc, je ne peux pas aller à l'université parce que je suis trop responsable, ai-je demandé, incrédule. Ce n'est pas ce que nous disons, a insisté ma mère. Nous avons juste des ressources limitées et nous devons faire des choix difficiles. Et je suis le choix difficile. À chaque fois. Ils n'ont pas eu de réponse à cela. Malgré ma colère, je n'ai pas saboté l'opportunité de Manon. Je l'ai aidé à acheter ses fournitures pour sa chambre d'étudiante en utilisant ma réduction d'employé au magasin. Je l'ai conduite sur le campus le jour de l'emménagement et j'ai porté des cartons sur 3 étages jusqu'à sa chambre pendant qu'elle discutait avec enthousiasme avec sa nouvelle colocataire. Et quand nous nous sommes dit au revoir, je l'ai serré fort dans mes bras et je lui ai dit de passer une première année incroyable. Sur le chemin du retour, seul, je me suis enfin autorisé à pleurer, pleurant la vie que j'aurais dû avoir, les expériences que je ne connaîtrai jamais. Puis j'ai essuyé mes larmes, je me suis arrêté pour un café et je me suis dirigé vers mon service du soir. La vie continuait. Elle continuait toujours. Je me suis inscrite à plus de cours à l'IUT, déterminé à obtenir un diplôme, un cours à la fois. Certains soirs, après une journée complète de travail, je pouvais à peine garder les yeux ouverts pendant les cours. Mais j'ai persisté, obtenant principalement de très bonnes notes malgré mon épuisement. Mes professeurs de gestion ont remarqué mon potentiel et m'ont encouragé à postuler pour un programme de licence, ignorant que cette option ne m'était pas accessible. Vous avez un esprit naturel pour ça, m'a dit l'un d'eux après un cours. Vous ne devriez pas le gaspiller. Je ne lui ai pas dit que je gaspillais beaucoup de choses, ma jeunesse, mon potentiel, mes rêves. Tous sacrifiés sur l'autel de la responsabilité familiale. 6 ans après avoir endossé mon rôle de soutien de famille, je m'étais installé dans une routine sinistre. À 22 ans, je vivais toujours à la maison, je travaillais toujours à mes 2 emplois et je suivais toujours des cours du soir. J'avais réussi à obtenir un DUT en gestion des entreprises, assistant seul à la cérémonie de remise des diplômes car ma famille avait d'autres engagements ce jour-là. Le diplôme est resté dans son enveloppe, non ouverte, sur ma commode. Mon père avait reçu une petite promotion au travail, et ma mère était de retour à des horaires normaux. Notre situation financière s'était quelque peu stabilisée, bien que nous soyons loin d'être à l'aise. Je continuais à contribuer à environ 70% de mes revenus aux dépenses du ménage, couvrant le prêt immobilier, les charges et les courses la plupart des mois. Pendant ce temps, Manon avait obtenu une licence en communication, mais était revenue vivre à la maison temporairement pendant qu'elle cherchait un emploi dans son domaine. 6 mois plus tard, elle était toujours au chômage, passant la plupart de ses journées à regarder la télé-réalité et à se plaindre de la compétitivité du marché du travail. Elle avait passé exactement 3 entretiens, déclarant que chaque entreprise n'avait pas la bonne culture. Après cela, Julien avait commencé l'université cet automne-là, mes parents couvrant à nouveau ses frais de scolarité et de logement. Il avait choisi une université privée à plusieurs centaines de kilomètres, nettement plus chère que celle de Manon. Quand j'ai questionné le coût, ma mère a dit qu'ils avaient économisé pour ses études, quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait pour moi. L'iniquité de notre traitement n'était plus subtile. Elle était flagrante, reconnue, mais non résolue, comme une fissure dans les fondations que tout le monde contourne mais que personne ne répare. La situation a atteint son paroxysme le jour du 24e anniversaire de Manon. Mes parents lui ont offert un dîner somptueux dans un restaurant que nous pouvions à peine nous permettre. J'ai assisté au repas,
faisant la conversation de manière appropriée, même si j'avais dû prendre une garde supplémentaire pour aider à le payer. Après le dîner, mon père a tendu à Manon une petite boîte enveloppée dans du papier argenté. « Nous savons que tu as du mal depuis ton diplôme », a-t-il dit pendant qu'elle la déballait. « Et nous avons pensé que tu aurais besoin de quelque chose de fiable pour t'aider à te rendre à tes entretiens d'embauche. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une clé de voiture, pas une neuve, mais un modèle de 3 ans en excellent état. Manon a poussé un cri de joie et a serré nos parents dans ses bras pendant que je restais abasourdi. Pour mon 22e anniversaire, 6 mois plus tôt, j'avais reçu une tasse et une carte cadeau pour une librairie. « Quand avez-vous ? Comment avez-vous pu vous permettre ça ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix neutre. « Nous mettions un peu de côté chaque mois », a expliqué ma mère. « Ton père a eu une prime le trimestre dernier, et nous avions quelques économies. Des économies pour une voiture pour ma sœur au chômage, mais pas pour mes études. J'ai attendu que nous soyons rentrés, que Manon soit allée se coucher, encore toute excitée par sa nouvelle voiture, avant de confronter mes parents dans la cuisine. J'ai besoin de comprendre quelque chose, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Pendant 6 ans, on m'a dit que nous n'avions pas assez d'argent pour mes études, que chaque euro de libre devait aller aux factures. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il y a de l'argent pour l'université de Manon, pour l'université privée de Julien, et maintenant pour une voiture. Ma mère a soupiré. Hélène, non. Je veux une vraie explication, pas des platitudes sur ma responsabilité ou sur la différence de mon frère et ma sœur. Je veux savoir pourquoi ils ont tout et je n'ai rien. Mon père s'est redressé sur sa chaise. Ce n'est pas juste, Hélène. Tu sais à quel point nous apprécions tout ce que tu fais pour cette famille. Sans toi. C'est exactement ça, ai-je interrompu. Je ne suis plus votre fille. Je suis un distributeur automatique de billets, une source de revenus fiable, une femme de ménage et une cuisinière. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère. Nous t'aimons. L'amour ne suffit pas, ai-je dit, soudainement fatigué. Les actions comptent, et vos actions ont constamment montré que mes rêves, mon avenir, comptent moins que les leurs. Tu es dramatique, a dit mon père d'un ton dédaigneux. Tes frères et sœurs ont juste besoin de plus de soutien. Tu es la stable, le roc. Tu n'as pas besoin de choses matérielles comme eux. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je ne demandais pas de choses matérielles. Je demandais les mêmes opportunités, le même soutien, la même chance d'avoir un avenir qu'ils avaient donné à mon frère et à ma sœur sans hésitation. Donc, parce que j'ai pris mes responsabilités quand cette famille avait besoin de moi, je suis à jamais piégé dans ce rôle. C'est ma punition pour avoir été responsable. Ce n'est pas une punition, a insisté ma mère. C'est juste que tu es différente, Hélène. Tu as toujours été spéciale. Tu peux supporter plus que la plupart des gens. Ça ne veut pas dire que je devrais être obligé de le faire, ai-je murmuré. Mais ils n'ont pas semblé m'entendre. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai ouvert un compte bancaire séparé dans une autre banque et j'ai commencé à y déposer 30% de mes revenus au lieu de tout donner à mes parents. J'avais l'impression de voler, de prendre pour moi ce que j'avais toujours considéré comme l'argent de la famille. Mais j'avais besoin d'un fonds d'évasion, d'un moyen de sortir du sable mouvant de l'obligation qui m'engloutissait. Chaque dépôt apportait à la fois culpabilité et soulagement. Culpabilité parce que je savais que ma famille comptait sur ma contribution, comptait sur moi. Soulagement parce que pour la première fois depuis des années, je faisais un pas vers mon propre avenir plutôt que de soutenir celui de tout le monde. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre de cette façon, à tout donner et ne rien recevoir en retour. À regarder ma jeunesse s'envoler pendant que mon frère et ma sœur profitaient des opportunités qui m'avaient été refusées. Mais partir semblait impossible. C'étaient mes parents, ma famille. Malgré tout, je les aimais. Comment pouvais-je les abandonner ? Le conflit me déchirait quotidiennement. Au travail, je me surprenais à faire des erreurs d'inattention. Mon esprit était consumé par des questions sans réponse. La nuit, je restais éveillé, calculant mentalement combien d'argent il me faudrait pour recommencer ailleurs, combien de temps il me faudrait pour l'économiser, si je pouvais vivre en sachant que j'étais parti. Je n'avais pas de réponse, seulement la certitude croissante que quelque chose devait changer. Je ne pouvais pas continuer à être la bête de somme de la famille, portant les fardeaux de tout le monde pendant qu'ils vivaient leur vie sans le poids de la responsabilité. Soit mon rôle dans la famille devait changer, soit je devais quitter la famille.
La question était de savoir si j'aurais le courage d'exiger ce changement ou de partir s'il ne venait pas. Pour mon 26e anniversaire, rien n'avait changé dans notre dynamique familiale. J'étais toujours le principal soutien de famille, travaillant toujours à 2 emplois, mettant toujours mes propres rêves en attente. Mon compte d'épargne secret avait modestement augmenté, mais loin d'être suffisant pour commencer une nouvelle vie. Chaque fois que j'envisageais de partir, la culpabilité me ramenait comme un puissant ressac. Manon avait finalement trouvé un emploi dans une agence de marketing, bien qu'elle contribue très peu aux dépenses du ménage, affirmant qu'elle devait d'abord se mettre sur pied. Julien était en 3e année d'université, n'appelant à la maison que lorsqu'il avait besoin d'argent pour des manuels ou des vacances de printemps. Un mardi soir, j'étais seul à la maison. Mes parents étaient allés dîner avec des amis, et Manon était sortie avec des collègues. Je devais trouver mes papiers d'assurance auto pour renouveler ma police, et je savais que mon père gardait tous les papiers d'assurance de la famille dans son tiroir de bureau. J'y avais regardé plusieurs fois auparavant avec sa permission, donc je n'ai pas hésité à ouvrir le tiroir. Le dossier d'assurance était là, mais en le sortant, j'ai remarqué une enveloppe Kraft usée en dessous, portant simplement l'inscription Hélène de l'écriture de ma mère. Curieuse, je l'ai ouverte, m'attendant peut-être à de vieux bulletins scolaires ou à des dessins d'enfance qu'ils avaient gardés. Au lieu de cela, j'ai trouvé des documents juridiques. Le premier était un certificat d'adoption daté de 25 ans plus tôt, quand je n'avais qu'1 an. Mon nom de naissance n'était même pas Hélène. C'était Sophie Grèce Chevalier. Mes parents adoptifs, Jacques et Lydie Martin, l'avaient changé quand ils m'avaient accueilli. J'ai regardé le document, incapable de traiter ce que je voyais. Je n'étais pas leur fille biologique. Pourquoi ne me l'avait-il jamais dit ? La pièce semblait basculer autour de moi alors que je luttais pour respirer, pour donner un sens à cette révélation qui réécrivait toute mon identité. Les mains tremblantes, j'ai continué à regarder dans l'enveloppe, trouvant un certificat de décès pour un couple nommé Thomas et Elisabeth Chevalier, mes parents biologiques. Ils étaient morts dans un accident de voiture quand j'avais 11 mois. Il y avait une coupure de journal sur l'accident, mentionnant que leur fille en bas âge avait survécu. Mais le document le plus choquant était au fond de la pile, un accord de règlement d'une grande compagnie d'assurance. Parce que mes parents biologiques avaient été tués par un conducteur en tort assuré par cette compagnie, un fonds en fiducie avait été créé pour moi. Le fonds devait fournir des paiements mensuels jusqu'à mes 25 ans, spécifiquement destinés à mes soins, mon éducation et mon établissement dans la vie d'adulte. Les paiements étaient suffisamment substantiels pour avoir payé une éducation universitaire complète, avec de l'argent en plus. Le fiduciaire était Jacques Martin, mon père adoptif. Je me suis rassise dans le fauteuil de bureau de mon père, l'esprit en ébullition. Ils avaient reçu de l'argent pour mes soins et mon éducation pendant 25 ans. De l'argent qui, de droit, aurait dû être consacré à mon avenir. De l'argent qui, j'en étais certaine avec une clarté écœurante, avait été utilisé à la place pour soutenir notre famille quand mon père a perdu son emploi, pour envoyer Manon à l'université, pour payer l'université privée coûteuse de Julien, pour acheter la voiture de Manon. Mon fonds en fiducie, mon héritage de parents dont je ne pouvais même pas me souvenir, avait été utilisé pour donner à mes frères et sœurs adoptifs les opportunités qui m'avaient été refusées. L'ironie était si amère que je pouvais la goûter. J'ai passé toute la nuit à la table de la cuisine, les documents étalés devant moi, les lisant et les relisant jusqu'à ce que les mots se brouillent. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes, dans un état de fureur froide et lucide que je n'avais jamais connu auparavant. Toute mon identité avait été construite sur un mensonge. Je n'étais pas l'aîné biologique qui devait prendre ses responsabilités pour sa famille. J'étais une orpheline dont l'héritage avait été systématiquement détourné de son but initial. Toutes ces années à m'entendre dire que je ne pouvais pas aller à l'université parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, pendant que mon fonds en fiducie payait les études de mes frères et sœurs adoptifs. Toutes ces années à être loué pour ma responsabilité, ma maturité, ma volonté de sacrifice, tout en étant exploité par les personnes mêmes qui auraient dû protéger mes intérêts. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise dans la cuisine, regardant le soleil se lever, attendant que mes parents, non, mes parents adoptifs, reviennent et s'expliquent, me donnent une seule bonne raison pour laquelle ils m'avaient caché cela, pourquoi ils avaient volé ce qui m'appartenait de droit. En attendant, j'ai pensé à toutes les fois où ils m'avaient dit à quel point j'étais spéciale, si différente de mon frère et ma sœur. Cela prenait maintenant un nouveau sens sinistre. Je n'étais pas spéciale parce que j'étais responsable. J'étais spéciale parce que je n'étais pas vraiment la leur. J'étais une étrangère, une ressource à exploiter,
pas une fille à nourrir et à soutenir. Au matin, mon choc s'était durci en détermination. Je savais ce que je devais faire. Il n'y aurait plus de sacrifice, plus de mise en avant des besoins des autres avant les miens. Il était temps de reprendre ce qui était à moi, mon identité, mon avenir, ma vie. Quand j'ai entendu leur voiture dans l'allée, j'ai redressé les documents sur la table et j'ai attendu, le cœur battant, mais l'esprit étrangement calme. Le moment de vérité était arrivé, et j'étais prête. La porte de la cuisine s'est ouverte et mes parents sont entrés, riant de quelque chose que leurs amis avaient dit au dîner. Leur rire s'est éteint quand ils m'ont vu assise à la table, les documents étalés devant moi. « Hélène » a dit ma mère, ses yeux passant de mon visage au papier. « Qu'est-ce que tu fais debout si tôt ?»« Je ne suis pas levé tôt » ai-je répondu, ma voix étrangement calme. « Je ne me suis pas couché. » Mon père s'est avancé prudemment. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« Vous savez très bien ce que c'est » ai-je dit en tapotant le certificat d'adoption. « Quand aviez-vous l'intention de me le dire ? Ou cela n'a-t-il jamais fait partie du plan ?» La couleur a quitté le visage de ma mère. Elle s'est agrippée au bras de mon père pour se soutenir. « Hélène, on peut expliquer. » « Expliquer quoi ? Que je suis adopté ? Que mes vrais parents sont morts quand j'étais bébé ? Ou que vous recevez des paiements d'un fonds en fiducie destiné à mon éducation et à mon avenir depuis 25 ans ? L'expression de mon père est passée du choc à une colère défensive. « Attends une minute. Ce n'est pas ce que ça a l'air. » « Vraiment ? Parce que ça a l'air que vous m'avez menti toute ma vie. Ça a l'air que vous avez utilisé de l'argent qui m'était destiné pour soutenir cette famille, pour envoyer Manon et Julien à l'université tout en me disant que nous ne pouvions pas nous permettre que j'y aille. Nous allions te le dire, a dit ma mère, les larmes aux yeux. Nous voulions juste attendre le bon moment. J'ai 26 ans, ai-je crié, perdant enfin mon sang-froid. Quand exactement ce bon moment allait-il arriver ? L'agitation a fait descendre Manon, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Qu'est-ce qui se passe ? A-t-elle demandé, nous regardant avec confusion. Ta sœur a trouvé ses papiers d'adoption, a dit mon père d'un ton sinistre. Les yeux de Manon se sont écarquillés. C'est quoi ? Alors il n'avait même pas prévenu mon frère et ma sœur. La trahison était encore plus profonde. Je suis adopté, ai-je dit sèchement. Et nos parents ont utilisé le fonds en fiducie de mes parents biologiques morts pour payer tes études et celles de Julien tout en me faisant travailler à 2 emplois depuis l'âge de 16 ans. Manon a eu l'air choquée, puis coupable, puis sur la défensive. Ce n'est pas. Je ne savais pas, bien sûr que tu ne savais pas, ai-je dit. Tu étais trop occupé à profiter de la vie qui aurait dû être la mienne. Ça suffit, a aboyé mon père. Tu es mélodramatique. Oui, nous avons utilisé une partie de cet argent pour les dépenses familiales quand les temps étaient durs. Que étions-nous censés faire ? Laisser la maison être saisie ? Laisser ton frère et ta sœur manquer de tout pendant que tu avais un fonds spécial ? Ce n'était pas un fonds spécial. C'était mon héritage de mes parents. Il était spécifiquement destiné à mon éducation et à mon avenir. Nous t'avons élevé, a-t-il crié en retour. Nous t'avons accueilli quand tu n'avais personne. Nous avons changé tes couches, t'avons soigné pendant la varicelle, t'avons aidé avec tes devoirs. Ça ne compte pour rien. Bien sûr que ça compte, ai-je dit, la voix brisée. C'est ce que les parents sont censés faire quand ils choisissent d'adopter un enfant. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser ça comme justification pour me voler depuis 25 ans. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. Nous t'aimons, Hélène. Nous t'avons toujours aimé comme notre propre fille. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes différente, que tu sentes que tu ne faisais pas vraiment partie de la famille. C'est pour ça que nous ne te l'avons pas dit. Mais je ne faisais pas vraiment partie de la famille, n'est-ce pas, ai-je demandé doucement. Pas là où ça comptait. Pas quand il s'agissait d'opportunités, de soutien, de voir mes rêves traités avec le même respect que ceux de Manon et Julien. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Nous avons toujours valorisé tes rêves. Juste pas assez pour arrêter d'utiliser mon fonds en fiducie pour payer ceux de tout le monde. Je me suis levé, j'ai rassemblé les documents et je les ai remis dans l'enveloppe. Je dois savoir exactement combien d'argent il y avait dans ce fonds, combien a été dépensé, et où il est allé. Je vais contacter un avocat pour m'aider à régler ça. Un avocat, a explosé mon père. Tu poursuivrais ta propre famille en justice ? Vous n'êtes pas ma famille, ai-je dit,
les mots tranchant la pièce comme une lame. Une famille ne s'exploite pas. Une famille ne ment pas pendant 26 ans. Une famille ne vole pas. Manon, qui était restée silencieuse, a soudainement pris la parole. Hélène, je sais que tu es en colère, et tu as tout à fait le droit de l'être. Mais ce sont toujours tes parents, même si ce n'est pas par le sang. Ils t'ont élevé. Ils t'aiment. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur la force de leur pardonner? J'ai regardé ma sœur. Non, pas ma sœur. Avec incrédulité. Leur pardonner? Ils ont volé mes études, mon avenir, mon identité. Ils m'ont utilisé comme une vache à lait tout en vous donnant, à toi et à Julien, tout ce que j'aurais dû avoir. Et tu veux que je leur pardonne? Comme ça? Pas comme ça, a-t-elle rétropédalé. Mais éventuellement, pour le bien de la famille. J'ai ri, un son dur et sans humour. La famille. Ce mot revient sans cesse, mais je ne pense pas qu'il signifie ce que vous pensez tous qu'il signifie. Je me suis retourné vers mes parents. Je pars aujourd'hui, maintenant. Je ne peux pas rester dans cette maison une minute de plus. Hélène, s'il te plaît, a supplié ma mère en attrapant mon bras. Je me suis écarté de son contact. Ne fais pas ça. Surtout pas. Je suis monté et j'ai fait mes valises aussi vite que possible, ne prenant que ce qui était indéniablement à moi. Des vêtements, des objets personnels, mon ordinateur portable. J'ai vidé le tiroir de mes chaussettes où je gardais de l'argent liquide d'urgence, 300 € que j'avais économisé pour les jours difficiles. C'était définitivement un déluge. Pendant que je fourrais des vêtements dans mon sac de sport, je les entendais se disputer en bas, la voix de mon père élevée de colère, celle de ma mère brisée par les sanglots. Une partie de moi voulait la réconforter, lui dire que tout irait bien. Mais ce ne serait pas le cas. Rien ne serait plus jamais pareil. Quand je suis redescendu avec mes sacs, ils attendaient en bas des escaliers. Tu n'es pas obligé de faire ça, a dit mon père, sa colère remplacée par l'inquiétude. On peut arranger ça en famille. J'ai tout donné à cette famille pendant 10 ans, ai-je répondu. Je n'ai plus rien à donner. Il est temps que je commence à vivre pour moi. Où iras-tu? A demandé ma mère, sa voix faible. Je ne sais pas encore, mais je trouverai une solution. Ça fait longtemps que je trouve des solutions par moi-même. Je suis passé devant eux jusqu'à la porte, puis je me suis retourné pour un dernier regard sur la maison où j'avais grandi, la famille pour laquelle j'avais tout sacrifié. Je demanderai à un avocat de vous contacter au sujet du fonds en fiducie. Et puis je suis sorti, je suis monté dans ma voiture, celle pour laquelle j'avais économisé pendant 3 ans, et je suis parti sans regarder en arrière. J'ai éteint mon téléphone, sachant qu'ils essaieraient d'appeler et d'envoyer des textos, d'essayer de me ramener dans leur orbite de culpabilité et d'obligation. J'ai pris une chambre dans un petit hôtel en périphérie de la ville, j'ai payé 2 nuits avec ma carte de crédit, et je me suis assise sur le bord du lit, soudainement submergé par ce que j'avais fait. Pour la première fois en 10 ans, je n'avais aucune responsabilité, personne ne dépendait de moi, personne dont les besoins passaient avant les miens. La liberté était terrifiante et exaltante. Je me suis accordé une nuit pour pleurer, pour faire le deuil de la famille que je pensais avoir, de l'identité que j'avais perdue, des années qui ne pourraient jamais être récupérées. Puis j'ai séché mes larmes, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés dans la mauvaise gestion de fonds en fiducie. Il était temps de récupérer ce qui m'appartenait de droit. Pas seulement l'argent, mais mon autonomie, mon avenir, ma vie. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone le lendemain matin, il a explosé de notifications. 37 appels manqués de mes parents. 22 de Manon. Même Julien avait appelé de l'université. Les textos allaient des accusations furieuses aux supplications larmoyantes de rentrer à la maison pour discuter. Je les ai tous lus mais n'ai répondu à aucun. Au lieu de cela, j'ai appelé un cabinet d'avocats spécialisés dans les litiges de fiducie et de succession. Ils ont accepté de me voir cet après-midi-là. L'avocate, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant nommée Maître Dubois, a écouté mon histoire sans interruption, prenant parfois des notes. Ce qu'ils ont fait était sans équivoque illégal, a-t-elle dit quand j'ai fini. En tant que fiduciaire, votre père adoptif avait une obligation fiduciaire de gérer cet argent pour votre seul bénéfice. L'utiliser pour les dépenses familiales générales et surtout pour l'éducation de vos frères et sœurs était un manquement clair à cette obligation. Donc je peux le récupérer, ai-je demandé. Une partie, oui. Le délai de prescription joue en notre faveur puisque vous venez de découvrir le détournement.
Mais récupérer la totalité pourrait être difficile. Vos parents adoptifs pourraient ne pas avoir les ressources financières pour rembourser ce qu'ils ont dépensé. Elle avait raison. Poursuivre la totalité du montant pourrait les ruiner, peut-être les forcer à vendre leur maison. Malgré tout, je ne voulais pas ça. Je voulais la justice, pas la vengeance. Nous nous sommes mis d'accord sur une stratégie, exiger un état des lieux de tous les fonds de la fiducie, demander le remboursement de ce qui pouvait être raisonnablement récupéré, et m'assurer de recevoir immédiatement les fonds restants. Maître Dubois a envoyé une lettre officielle ce jour-là, les mettant en demeure. Cette première étape franchie, je devais reconstruire ma vie. J'ai trouvé un petit studio dans une ville voisine à environ 60 km de ma ville natale, assez loin pour ne pas tomber sur ma famille à l'épicerie, assez près pour que je puisse encore travailler à mes emplois pendant que je réfléchissais à la suite. J'ai donné ma démission à mes 2 emplois, expliquant que je déménageais. Mes gérants étaient déçus mais compréhensifs. L'un d'eux a même proposé de me transférer dans une succursale près de ma nouvelle maison, ce que j'ai accepté avec gratitude. Emménager dans mon minuscule studio fut une expérience surréaliste. Je n'avais jamais vécu seul auparavant. L'espace faisait à peine 45 mètres carrés avec une kitchenette, une salle de bain avec une douche où je tenais à peine, et une pièce principale qui servait à la fois de chambre et de salon. Mais c'était à moi. Chaque décision, de ce que je mangeais pour le dîner à l'heure où j'allais me coucher, était la mienne seule. Le silence était le plus difficile. Après des années dans une maison animée, être seul avec mes pensées était désorientant. Je me suis surprise à parler à voix haute juste pour entendre une voix humaine, à allumer la télévision pour un bruit de fond même quand je ne regardais pas. Une semaine après avoir quitté la maison, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était un groupe de soutien pour adultes adoptés, recommandé par mon avocate. Beaucoup de personnes dans votre situation trouvent utile de se connecter avec d'autres qui comprennent les défis uniques de la découverte tardive de l'adoption, avait dit Maître Dubois. À contre-cœur, j'ai assisté à une réunion. M'asseoir en cercle avec des étrangers dans le sous-sol d'un centre communautaire n'était pas mon idée de la guérison, mais j'étais désespéré de trouver une compréhension que mes amis ne pouvaient pas m'apporter. Les histoires que j'ai entendues ce soir-là ont tout changé. Un homme de 40 ans qui a découvert son adoption après la mort de ses parents. Une femme dont la mère adoptive a révélé la vérité pendant une maladie en phase terminale. Un étudiant qui l'a découvert grâce à un test ADN offert comme cadeau de Noël. Chaque histoire était unique, mais avec des fils communs de choc, de trahison, de crise d'identité et, finalement, de guérison. Le plus difficile est de faire le deuil de quelqu'un que l'on ne savait même pas avoir perdu, a dit Carole, une femme de 50 ans qui avait découvert son adoption à 37 ans. Vos parents biologiques, la vie que vous auriez pu avoir avec eux. C'est un deuil étrange car il n'y a pas de souvenirs attachés, juste des possibilités. Ces mots ont cristallisé exactement ce que je ressentais mais que je n'arrivais pas à articuler. Je faisais le deuil non seulement de la trahison de ma famille adoptive, mais aussi des parents que je n'avais jamais connus, de la vie que j'aurais pu avoir s'ils n'étaient pas morts, si je n'avais pas été adopté par des gens qui me voyaient comme une ressource plutôt que comme une fille. Je suis devenu une habituée de ces réunions. Grâce à elle, j'ai trouvé un thérapeute spécialisé dans les traumatismes de l'adoption et la rupture familiale. Le docteur Fournier m'a aidé à naviguer dans les émotions complexes, la colère contre mes parents adoptifs, le deuil de mes parents biologiques, la confusion identitaire et la tâche écrasante de reconstruire mon estime de soi, séparé de mon rôle de bête de somme de la famille. Vous vivez un double traumatisme, m'a-t-elle expliqué lors d'une séance. La perte originelle de vos parents biologiques, que vous ne traitez que maintenant, et la trahison de votre famille adoptive. Il faudra du temps pour guérir. Pendant ce temps, la procédure judiciaire avançait. Mes parents adoptifs ont d'abord essayé de justifier leurs actions, affirmant qu'ils avaient utilisé l'argent pour le bien de la famille, ce qui m'incluait. Mais face aux termes explicites de la fiducie, ils n'avaient aucune défense. 6 mois après mon départ, nous sommes parvenus à un accord. Ils rembourseraient 40% de ce qu'ils avaient détourné par mensualité sur 5 ans. Ce n'était pas tout, mais c'était suffisant pour faire ce dont je rêvais depuis une décennie, m'inscrire à plein temps dans une université pour obtenir ma licence de gestion. À 26 ans, j'étais nettement plus âgé que la plupart de mes camarades de classe, mais je m'en fichais. Entrer sur le campus en tant qu'étudiante à plein temps, c'était comme entrer dans une réalité alternative, une où mes rêves n'avaient pas été sacrifiés pour les autres. Ma famille adoptive a continué à me contacter, surtout pendant les vacances. Au début, je les ignorais complètement,
mais après un an de thérapie et de guérison, j'ai accepté de les rencontrer dans un lieu neutre avec ma thérapeute. La conversation a été difficile, douloureuse, mais nécessaire. Ma mère adoptive a pleuré en s'excusant, disant qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de me faire du mal, qu'ils m'avaient toujours vu comme leur fille. Mon père adoptif était plus réservé, mais a reconnu qu'ils avaient commis de graves erreurs dans la gestion de la fiducie et en ne me parlant pas de mon adoption. Nous avions peur que tu te sentes différente si tu savais que tu n'étais pas biologiquement à nous, a expliqué ma mère. Et puis, quand ton père a perdu son emploi, nous étions désespérés. Nous nous sommes dit que nous le rembourserions, que ce n'était que temporaire. Mais ce n'était pas temporaire, ai-je dit. Vous avez continué à apprendre et à apprendre pendant des années. Vous avez donné à Manon et Julien des opportunités que vous m'avez refusées en utilisant de l'argent qui m'était destiné. Ils n'avaient pas de bonne réponse à cela, seulement plus d'excuses. Je ne leur ai pas pardonné ce jour-là, ni pendant de nombreux jours après. Le pardon, j'apprenais, n'était pas une décision unique, mais un processus, qui ne pouvait être précipité pour le confort des autres. 3 ans ont passé. J'ai obtenu ma licence en gestion d'entreprise avec mention. En traversant la Seine pour recevoir mon diplôme, sans famille dans le public mais avec des amis qui étaient devenus comme une famille m'acclamant, j'ai décroché un poste dans une agence de marketing qui valorisait ma perspective unique et mon expérience de vie. Pour la première fois, je construisais une carrière, pas seulement des emplois pour survivre. J'avais commencé à sortir avec quelqu'un, Michel, qui connaissait toute mon histoire et ne m'a jamais fait sentir brisé à cause de cela. Ta capacité à survivre à ce que tu as vécu et à avoir encore de la compassion m'étonne, m'a-t-il dit un soir. La plupart des gens seraient amers, mais pas toi. Tu es forte. J'ai maintenu un contact limité avec ma famille adoptive, des cartes de vœux, des appels téléphoniques occasionnels, un dîner tous les quelques mois, toujours avec des limites claires, toujours selon mes conditions. Ils essayaient de faire mieux, de comprendre le mal qu'ils avaient causé, mais certaines blessures mettent une vie à guérir. Quant à Manon et Julien, nos relations avaient fondamentalement changé. Julien, à son crédit, avait été horrifié en apprenant toute l'histoire, offrant même de rembourser sa part des frais d'études. J'ai refusé, lui disant que ce n'était pas sa faute, mais que j'appréciais le geste. Manon a mis plus de temps à comprendre, suggérant encore parfois que je devrais passer à autre chose pour le bien de l'harmonie familiale. Notre relation reste tendue, mais civile. À travers tout cela, j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. Le véritable amour n'exige pas un sacrifice sans fin. Il ne prend pas constamment sans donner. Il ne vous demande pas de vous diminuer pour que les autres puissent briller davantage. J'avais passé une décennie à croire que l'amour signifiait le martyr, que la famille signifiait soumettre mes besoins et mes rêves à ceux des autres. J'avais tort. Le véritable amour élève, soutient, célèbre. Il veut le meilleur pour l'autre personne, pas ce qui peut être extrait d'elle. La partie la plus difficile de la guérison n'a pas été les défis pratiques de la construction d'une nouvelle vie ou même la bataille juridique pour mon héritage. C'était d'apprendre à me valoriser, à croire que je méritais les mêmes opportunités et le même soutien que j'avais si facilement donné aux autres. Je ne me définis plus par ce que je peux faire pour les autres. Je ne suis pas seulement la responsable, la fiable, celle qui se sacrifie. Je suis Hélène, une personne entière avec des rêves, des ambitions et le droit de les poursuivre sans excuse. Parfois, je pense à mes parents biologiques, Thomas et Elisabeth Chevalier, à ce qu'ils étaient, à ce qu'ils espéraient pour leur fille. J'aime à penser qu'ils seraient fiers de la femme que je suis devenue. Non pas pour tout ce que j'ai donné aux autres, mais parce que j'ai enfin appris à me donner à moi-même. Si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous êtes celui ou celle qui donne toujours, qui se sacrifie toujours, qui se met toujours en dernier, s'il vous plaît, écoutez ceci. Vous méritez plus. Vous méritez la réciprocité, l'appréciation, le soutien. Vous méritez de poursuivre vos rêves avec le même enthousiasme que vous soutenez les autres à poursuivre les leurs. Parfois, la chose la plus difficile mais la plus nécessaire est de s'éloigner des personnes qui vous voient comme une ressource plutôt que comme une personne. Ce n'est pas égoïste de prioriser votre bien-être. C'est essentiel. Je ne dis pas que mon parcours a été facile. Il y a encore des jours où la culpabilité s'insinue, où je me demande si j'ai bien fait de couper les ponts. Mais ensuite, je regarde ma vie maintenant, mon diplôme, ma carrière, mes relations sincères, et je sais que la véritable guérison a commencé au moment où j'ai décidé de me mettre en premier.